Le porno est devenu quelque chose de presque banal dans notre société, presque complètement accepté. Mais derrière cette apparente normalité, il y a un prix à payer. L'addiction, la perte d'énergie, une sexualité qui se dérègle. Bienvenue dans le podcast Le Guerrier Sensible. Je m'appelle Michael, homme hypersensible et sportif. Passé par le manque d'amour, les addictions et une virilité mal maîtrisée, j'ai longtemps caché mes sentiments derrière une armure. Mais maintenant, je souhaite partager mon expérience avec toi. Ici, on parle de masculinité, de puissance et de sensibilité, de développement personnel, de rémission d'addiction au porno, au sexe et au jeu. Entre l'homme déconstruit et aseptisé qui s'efface et la virilité machiste et toxique qui écrase, je te propose une troisième voie, celle du guerrier sensible. Bonne écoute. Dans cet épisode, je vais te raconter comment le porno m'a permis de combler un vide. Mais surtout, le prix que j'ai dû en payer ensuite. Je vais aussi te partager ce que j'ai mis en place pour commencer à m'en sortir. Parce que oui, aujourd'hui, je pense être pratiquement sorti de mon addiction. Même si ça fait 3 ans que je travaille dessus, et qu'un addict le reste toujours un peu. J'ai même fini par désinstaller Cold Turkey sur mon ordinateur avant-hier. Je te parlerai un petit peu plus de cette application dans la troisième partie. Mais je ne parle pas de guérison, c'est seulement une rémission. Il ne faut pas oublier qu'un addict le reste toute sa vie. Comme un alcoolique peut vite retomber dans l'alcoolisme s'il reboit un verre d'alcool, si un jour je reconsomme du porno, il y a une très forte probabilité que je doive tout recommencer à zéro. Et si tu écoutes cet épisode, c'est peut-être que tu te reconnais un peu là-dedans. Le porno est devenu quelque chose de courant dans notre société, presque présenté comme un passage obligé vers la vie d'adulte, vers la sexualité masculine. C'est normal, tout le monde le fait, ça fait rire les potes, on se partage les vidéos de cul marrantes ou impressionnantes sur les réseaux sociaux. La sexualité est intégrée partout, dans les pubs, les réseaux, les conversations, car cela fait vendre. Ici, je ne vais pas te faire un discours de morale. Ce qui m'intéresse, c'est ce que ça nous coûte. Ce n'est pas te dire ce que tu as le droit ou pas le droit de faire, mais de regarder les conséquences que ça a sur toi, sur ton énergie, sur ta sexualité, sur tes relations, sur ton image de toi et sur ta vie en général. Mais avant cela, nous allons définir ce qu'est l'addiction. On parle d'addiction quand tu continues un comportement qui te fait mal, alors même que tu souhaiterais arrêter. Le professeur Laurent Caria, qui a un très bon podcast sur l'addiction, définit l'addiction selon 4 axes. La perte de contrôle sur la quantité ou la fréquence, la poursuite du comportement malgré les conséquences négatives, les envies compulsives, difficiles à faire passer, et enfin la priorité donnée à l'addiction par rapport au reste de la vie, que ce soit le couple, le travail, la santé, le sommeil. L'addiction, c'est donc quand un comportement prend de plus en plus de place, que tu n'arrives plus à le contrôler, et que ta vie commence à tourner autour de ça. Pratiquement tous les mecs à qui je parle de mon addiction au porno finissent par me dire à peu près la même chose. Oh, moi, tu sais, je vais sur les sites de cul régulièrement, mais c'est sous contrôle. La question que je me pose à chaque fois, c'est: es-tu certain que c'est réellement sous contrôle? Es-tu capable d'arrêter? Pourtant, ces personnes qui vont sur des sites de cul ont souvent une vie sexuelle épanouie. Donc, d'où vient cette addiction au porno? Il y a plein de raisons possibles. D'abord, l'éducation sexuelle. Beaucoup d'entre nous ont découvert la sexualité, le corps des femmes, l'acte sexuel, à travers des magazines pour les plus vieux d'entre nous, des VHS pour les un peu plus jeunes, et uniquement par Internet pour ceux qui ont moins de 30 ans. Le porno a servi de mode d'emploi, par défaut. Ensuite, il y a ce qui se passe dans le corps. Rien qu'en voyant des scènes sexuelles, le cerveau libère un certain nombre d'hormones. Tout d'abord, la dopamine, le fameux neurotransmetteur du plaisir et de la récompense. À cela s'ajoutent d'autres hormones et neurotransmetteurs liés à l'excitation et au stress, comme l'adrénaline, la noradrénaline, parfois des endorphines, et plus tard, après l'orgasme, de la prolactine et de l'oxytocine,
qui donne une sensation de détente et de relâchement. C'est pour ça que l'on se sent si bien après l'éjaculation. Même si ce sentiment de bien-être peut parfois être court, très court. Autrement dit, notre cerveau reçoit un cocktail chimique détonnant qui lui dit: «Ça, c'est bien, c'est une bonne récompense. Je souhaite avoir de nouveau cette récompense. Refais-le». Mais au-delà de cette chimie, il peut également y avoir des raisons plus terre à terre. Lutter contre l'ennui, évacuer le stress, se récompenser après une journée difficile, imiter les autres, tout le monde le fait donc c'est normal, ou aller chercher des fantasmes que l'on n'ose pas vivre ou que l'on ne peut pas vivre. Le problème, c'est que de plus en plus d'hommes ont basculé dans quelque chose qui ressemble à une vraie addiction. Et beaucoup d'autres sont devenus addicts sans même s'en rendre compte. À côté de cela, un certain nombre de femmes m'ont parlé de problèmes sexuels avec leurs conjoints, des conjoints dépendants du porno. Ces hommes n'arrivaient plus à jouir sans une certaine excitation, sans regarder du porno, sans assouvir de fantasmes. Ils n'étaient plus capables de jouir juste de l'acte. D'autres personnes les considéraient uniquement comme des objets, comme des actrices porno, et ne voyaient plus les femmes qu'elles étaient. D'un côté, on a donc une société qui banalise de plus en plus le porno, qui en fait presque une norme. De l'autre, on a de plus en plus d'hommes et de femmes qui en sortent blessés. Dans leur désir, dans leur confiance, dans leur capacité à vivre une sexualité épanouie, humaine, sensible et connectée. Connectée à l'autre personne, bien entendu. Et là où ça m'inquiète le plus, c'est pour les plus jeunes. Je vous disais que j'ai commencé avec les magazines. D'autres ont commencé avec les VHS. Mais maintenant, les jeunes qui ont moins de 30 ans, ils commencent tous avec Internet, avec des vidéos, avec le porno infini. À mon époque, il fallait chercher. Le porno était une récompense. C'était limité. Aujourd'hui, tu as des gamins qui commencent direct avec Internet, avec des vidéos H24, en HD, dans toutes les positions. Ils peuvent trouver exactement ce qu'ils cherchent, assouvir tous leurs fantasmes virtuels. Le problème, c'est que leur cerveau est encore en construction. Et ce qui est censé être une récompense devient pour eux une norme, la normalité, un dû. Avant même d'avoir touché un corps, d'avoir vu une vraie femme nue, ils ont déjà vu des centaines, parfois même des milliers de scènes qui n'ont rien à voir avec une vraie rencontre, avec une vraie intimité. Comment veux-tu construire une sensualité simple, humaine, sensible, quand ton premier modèle, c'est ça, le zapping, de la performance, du choc visuel, du scénario irréel? Donc oui, peut-être que je parle de toi, un adulte, qui galère avec ça. Mais derrière, il y a toute une génération, dont tu fais peut-être partie, qui galère avec ce problème. Une génération qui n'a même pas eu le temps de construire autre chose comme référence. Dans la troisième partie du podcast, je te donnerai des questions qui t'aideront à savoir si toi aussi tu es rentré dans un comportement addictif. Ou si, heureusement pour toi, tu es encore dans quelque chose de ponctuel et de maîtrisé. Et maintenant, je vais te raconter comment moi, insidieusement, je suis rentré dans l'addiction à la masturbation et au porno dès mon plus jeune âge. Ceci afin que tu vois à quoi ça ressemble de l'intérieur. J'ai découvert la masturbation dès la 6e. Je ne savais même pas ce que c'était que d'avoir la gaule. Et des camarades de classe m'ont parlé du kiki tout dur, qu'il fallait frotter et que ça faisait sortir un liquide et que ça faisait du bien. La première fois, j'ai testé. Il m'a fallu plus d'1 heure, je crois, pour arriver à l'éjaculation. J'étais encore prépubère à l'époque. La puberté n'avait pas encore toqué à la porte. Ce n'était encore que de la masturbation fantasmatique. Je n'utilisais que mes propres pensées. Néanmoins, au collège, dès la 5e ou 4e, les premiers magazines ont commencé à tourner. Il fallait pas grand-chose à l'époque pour être excité. Tout était encore bien caché. En 4e ou 3e, ce fut les premières VHS, mises dans le magnétoscope des parents quand ceux-ci étaient absents. On repassait tout le temps en boucle les mêmes cassettes. Je repassais tout le temps en boucle les mêmes cassettes. Puis vint Internet, avec les images JPEG qui mettaient des plombes à se charger. Mais déjà cela permettait d'accéder à un nombre de corps et de scènes beaucoup plus important. Les premières petites vidéos sont arrivées. Minuscules, presque d'aussi mauvaise qualité que Canal+ encrypté.
Mais là également, on commençait à toucher à l'infini. L'infini qui ne tarda pas à arriver, dans les années 2000, avec les torrents. On pouvait télécharger des gigas, des heures et des heures de porno. Mais ce n'était pas encore le pire. Le pire est arrivé il n'y a pas si longtemps. Maintenant, avec la fibre dans tous les foyers, ou presque, n'importe qui a accès à toutes les vidéos HD, tous les corps pratiquement imaginables, toutes les positions inimaginables, tous les fantasmes inimaginables. Du coup, nous pouvons passer que quelques secondes sur une vidéo avant d'aller voir la suivante, afin de trouver sa perfection. La position idéale avec le corps idéal, avec l'angle idéal. Mais cela prend des heures. Et c'est là que j'ai commencé à passer plusieurs heures par jour à me masturber. 3 ou 4, des fois 5 ou 6 masturbations, mais des masturbations qui pouvaient durer 3 quarts d'heure, 1 heure. Ça m'est même arrivé d'avoir mon sexe en sang à la fin d'une journée, tellement je m'étais masturbé. Et je ne crois même pas qu'à l'époque j'avais réalisé que j'étais addict. Je pensais que tout était encore sous contrôle. Pendant toutes ces années, j'ai pourtant eu une vie sexuelle plus ou moins épanouie. J'ai rencontré une femme que j'aime. Nous faisions l'amour pratiquement tous les jours. Et pourtant, je crois que je me masturbais encore en regardant du porno, presque tous les jours également. Ou si ce n'était tous les jours, c'était au moins toutes les semaines. Ma femme l'a découvert, bien entendu. Plusieurs fois. La première fois, ce fut quand même très difficile pour elle. Je pense que je me suis arrêté. Quelques semaines, quelques mois, je ne sais plus. La deuxième fois, ce fut un petit peu moins dur. Je me suis arrêté certainement un petit peu moins longtemps. Mais il n'y a que lorsque j'ai découvert, que j'ai réalisé plutôt, que j'étais addict, que j'ai décidé d'arrêter. Ma vie sexuelle était devenue un désastre. La quarantaine passée, je n'étais plus capable d'avoir des relations sexuelles, alors que je m'étais masturbé avant. Ce qui fait qu'il a fallu que je prévienne ma femme. Attention, préviens-moi, le jour où tu veux faire l'amour, il faut que tu me le dises 24 ou 48 heures à l'avance. Et si vous connaissez un petit peu la psychologie des femmes, vous savez que ce n'est pas simple pour elles. Ce n'est pas simple de prendre un rendez-vous, de marquer dans le calendrier câlin avec mon mari. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui fait que quand elle n'avait pas envie et que moi je m'étais retenu, je peux vous dire que j'étais particulièrement désagréable. Mais je pense que l'on parlera de cela dans un autre épisode. Donc il y a à peu près 3 ans, j'ai décidé d'arrêter le porno. Je pense que j'avais déjà essayé réellement quelques années plus tôt. 1 ou 2 ans plus tôt. Pourtant ce fut un échec. Mon addiction au porno et à la masturbation était devenue une addiction à l'éjaculation, à l'orgasme. Sortir de ces 3 addictions en même temps fut donc très compliqué. Ma femme m'a soutenu. J'ai eu plusieurs rechutes. Je suis bien placé pour savoir que la volonté ne suffit pas. Il m'a fallu utiliser des bloqueurs de sites de porno sur mes ordinateurs, sur mon téléphone, afin que dans les petits moments de faiblesse, je ne retourne pas voir les sites. J'ai été voir un hypnothérapeute qui ne m'a pas hypnotisé pour ne plus aller voir du porno, mais qui plutôt a travaillé sur mon passé, sur mes ombres. On reviendra là-dessus sur un autre épisode également. Et donc sortir de cette addiction ne fut pas un long fleuve tranquille. Plusieurs fois j'ai contourné les protections physiques. Plusieurs fois je suis retombé dedans. La dernière fois, ce fut en juillet dernier. Un samedi soir alors que ma femme n'était pas à la maison. Je ne sais pas pourquoi, au lieu d'aller me coucher, j'ai été voir des sites porno. Et je me suis couché 2 heures plus tard que d'habitude. Le lendemain matin,
Ma petite chatte, Athéna, n'est pas rentrée à la maison. Le lendemain, on a découvert qu'elle s'était fait écraser. Donc quelque part, je me suis senti coupable, encore plus que juste de la simple masturbation, en me disant que si jamais je m'étais couché à mon heure normale et levé à mon heure normale, elle serait rentrée à la maison au lieu de traverser cette route. Et peut-être que cet élément a été l'élément déclencheur qui m'a permis de sortir de l'addiction au sexe. Mais tout d'abord, la première étape pour entrer en rémission, c'est de se l'avouer que l'on est addict. Et donc je vais te poser cette question. Toi, es-tu addict au porno? Penses-tu être sous contrôle ou l'es-tu vraiment? Comment le vérifier sans te mentir? Rappelle-toi la définition de l'addiction. On parle d'addiction lorsqu'on continue un comportement qui te fait mal, alors qu'une partie de soi voudrait arrêter. Ce n'est pas blanc ou noir, il y a un continuum. D'un côté, il y a le gars qui regarde du porno de temps en temps, qui effectivement peut considérer ça comme un petit loisir. Et de l'autre côté, tu as le mec qui commence à être en mode automatique. Il ne sait pas quoi faire et il va sur un site de porno. Ou pire, il sait qu'il a quelque chose à faire, il procrastine en allant se voir du X. Et ce mec-là, parfois cette femme-là, mais cette personne-là, elle a perdu le contrôle. Du coup, je vais te poser quelques questions. Et tu vois simplement combien de oui tu coches. Est-ce que tu t'es déjà dit, c'est la dernière fois, mais tu as replongé? Quelques heures, quelques jours après, bref, tu as replongé. Est-ce que tu regardes du porno quand tu es stressé, seul, en colère ou juste en train de t'ennuyer? Est-ce que tu caches ce que tu regardes ou le temps que tu y passes? À ta partenaire ou à tes amis? Je te parle pas juste de honte d'aller voir du porno, je te parle des personnes avec qui tu es vraiment ouvert, dont tu parles de tout. Mais tu as honte du temps que tu passes ou de ce que tu vas voir. Parce que tu as honte ou peur de leur réaction. Qu'ils te montrent, qu'ils te disent que tu es addict, que tu as perdu le contrôle. Est-ce que parfois tu y passes plus de temps que prévu? Tu avais prévu un quart d'heure, tu y passes 2 heures. Est-ce que ce temps se prend sur tes projets perso, sur ton repos, sur tes autres loisirs, ou pire sur ton travail? Il y a même encore pire, sur tes relations familiales et amoureuses. Est-ce que tu as l'impression d'avoir besoin de contenu de plus en plus hard pour ressentir le même plaisir qu'avant, d'aller de plus en plus loin dans les extrêmes? Et surtout, est-ce que tu te sens vidé, honteux, dégoûté de toi après, tout en ayant une petite voix qui te dit, de toute façon, je vais recommencer? Plus tu réponds oui à ces questions, plus tu commences à perdre le contrôle, plus tu es en train de te rapprocher d'un vrai comportement addictif. Même si en apparence, tu gères ta vie, que tu as un boulot, une relation, etc. L'idée, ce n'est pas de te coller une étiquette de malade, de pervers, non. L'idée, c'est de te ramener à la réalité. Moi, il m'en a fallu des années pour m'être ramené à la réalité. Te ramener de la lucidité, là où souvent on est dans le flou, on minimise, on est dans le déni. Si tu t'es reconnu dans plusieurs points, alors reste avec moi. Dans la suite, je vais te donner je vais pas dire des solutions, parce qu'il n'y a pas de solution miracle, mais des petites astuces que j'ai utilisées ou d'autres que j'ai appris et que je n'ai pas utilisées parce qu'elles ne marchaient pas sur moi, mais peut-être qu'elles marcheront sur toi. Reste avec moi, je vais te proposer un chemin pour sortir de cette addiction, un pas après l'autre. Sortir d'une addiction, ce n'est pas juste forcer plus fort. Si c'était juste un effort de la volonté, alors ce serait facile, tout le monde y arriverait, et tu l'aurais déjà fait. Ce que tu dois changer, ce n'est pas seulement ton comportement, c'est toute la stratégie de survie derrière. D'abord, tu peux demander de l'aide à un professionnel, à un thérapeute. J'ai été voir un hypnothérapeute, mais tu peux aller voir un psychothérapeute, un psychologue. Va vers la personne qui te semble le plus adaptée vers toi. Ne reste pas tout seul. Également, tu peux, et même je t'invite à aller parler à ton conjoint. Peut-être que ça va être dur, mais si il ou elle t'aime, alors il comprendra. Et ton conjoint t'aidera à sortir de ce bourbier. Pour revenir sur le professionnel,
Il peut t'aider à comprendre ce qui se passe dans ton cerveau. Il va t'aider à comprendre pourquoi tu es devenu addict. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? L'addiction étant souvent un symptôme d'un mal-être un peu plus profond. Quelque chose de présent dans ton histoire. Pourquoi tu t'es accroché à ça? Pourquoi tu n'arrives pas à lâcher? L'idée avec ces thérapeutes, c'est de travailler sur les déclencheurs émotionnels, les souvenirs qui te tirent vers le bas. Ce n'est pas magique, mais ça te donne des outils pour ne plus être en guerre tout seul dans ta tête. Comme je te disais, tu peux également utiliser des béquilles techniques. App block sur le téléphone. C'est payant, mais c'est pas grave. Sortir de l'addiction, ça a un coût. Ou Cold Turkey pour les ordinateurs, que ce soit PC ou Mac. Bien configurés, ils t'empêcheront d'aller voir tout ce que tu souhaites. Et donc, dans le cas échéant, les sites de cul, Reddit, peut-être même Instagram, Facebook si tu as tendance à aller voir des publications un peu trop sexy. Bref, tu peux tout bloquer. Idéalement, je te conseille de les bloquer par un mot de passe. Mot de passe que tu donneras à une personne de confiance, que ce soit ton conjoint ou à un ami, afin de pouvoir les débloquer quand tu n'auras besoin, car malheureusement, ces applications ont plutôt tendance à trop bloquer que pas assez, si tu les as bien configurées. Ce n'est pas miracle, loin de là. Mais cela met de la friction entre toi et le porno. Si par réflexe tu tapes Pornhub, YouPorn et j'en passe, ton navigateur va te bloquer. Et c'est à toi à ce moment-là de reprendre le contrôle, de te dire stop, j'ai failli faire une bêtise. J'arrête, je vais faire autre chose. Au lieu d'y aller en 2 secondes, tu dois passer par des blocages. Gêner les automatismes que tu as créés pendant des années. Mais si tu bloques tous les sites internet sans changer tes automatismes, ça ne tiendra pas longtemps. Donc il te faut changer les routines qui déclenchent ces automatismes. Arrêter d'aller au lit avec ton téléphone. Ne pas aller sur ton ordinateur ou sur le téléphone à certaines heures où tu sais que tu es un peu plus fragile. Changer ce que tu fais quand rentres à la maison, quand tu es tout seul, quand tu es en mode je tourne en rond. Pour te donner un exemple, j'avais pris l'habitude de regarder des vidéos porno lorsque je faisais du piano. Alors bien entendu, je faisais de moins en moins de piano et je regardais de plus en plus les vidéos. Mais cela m'a complètement bloqué pendant plusieurs mois. J'étais totalement incapable de retourner faire du piano sans avoir ce urge, cette volonté d'aller voir les sites porno. Du coup, je n'ai pas fait de piano pendant plusieurs mois. Également, si ton ordinateur est à un certain endroit, n'hésite pas à le déplacer. Il faut casser tes habitudes, changer l'ambiance, l'environnement. Ton corps, c'est aussi une soupape énorme. Le sport m'a beaucoup aidé. Lorsque j'étais sur le point d'exploser, je suis allé plusieurs fois courir à fond histoire de me vider. Quel que soit ton sport, défoule-toi. Si tu n'as pas de sport, mets-toi-y. T'as juste à te mettre par terre et à faire quelques pompes. Non seulement ça va vider ton énergie, mais en plus ça va te permettre de te remuscler. Peu importe le sport, l'idée c'est de te vider énergétiquement, de faire autre chose, de faire circuler l'énergie au lieu de la laisser stagner dans l'excitation sexuelle. Ça peut être juste marcher, respirer fort. Tu peux même aller prendre une douche froide. Crois-moi, ça calme bien également. Tout ce qui te permet de traverser la vague sans ouvrir un site porno. Car oui, ce n'est qu'une vague. On a tendance à penser que l'excitation va monter, 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 monter et qu'on va exploser. Mais non. Tout comme une vague. À un moment, elle a atteint son sommet et elle redescend. L'excitation redescend. Tu peux également utiliser des ressources un peu plus intérieures. Si tu es un peu plus mental, tu peux écrire ce que tu ressens dans un journal. Vider tes pensées. Décharger tes pensées. Tu peux également faire un peu de méditation, de respiration, de prière si c'est quelque chose qui te parle. Mettre des mots sur ce que tu ressens casse déjà une petite partie de l'addiction. Je t'en ai déjà un peu parlé, mais surtout, ne reste pas seul. Il faut que tu aies un partenaire, un buddy, quelqu'un de confiance à qui tu peux te confier, sans honte, quelqu'un à qui tu peux dire là, je ne suis pas bien, j'ai envie de replonger. Et crois-moi, ça change tout. Un coach, un thérapeute, un cercle d'hommes, un ami, peu importe.
L'important, c'est d'être capable d'enlever l'armure sans te faire juger. Enfin, il faut que tu saches quelque chose. Tu vas probablement rechuter, et c'est normal. Ce n'est pas la fin du monde. La chute fait partie du chemin. Tu ne repartiras pas de zéro. Tous les progrès que tu as faits sont acquis. Peut-être que tu es, peut-être que tu seras encore loin de la ligne d'arrivée, mais tu auras avancé. Tu te rapprocheras de cette ligne d'arrivée. La vraie question, c'est de se demander, qu'est-ce qui m'a fait chuter cette fois-ci? Trouve la réponse à cette question et ajuste ton plan. Si jamais tu as réussi à contourner ton blocage Internet, verrouille-le encore plus. Tu as eu un gros moment de faiblesse en étant tout seul chez toi le samedi soir. Ne reste plus chez toi tout seul le samedi soir. Adapte ton plan. Cherche des solutions. Teste. Tout ne fonctionnera pas. Mais chaque chose qui fonctionnera sera une brique en plus du mur qui t'éloignera de cette addiction. Puis, petit à petit, tu passes de je subis à je lutte pour m'en sortir à je vois venir et enfin à j'ai choisi un autre chemin. Et c'est ça la rémission. Ce n'est pas la perfection. Tu auras encore des envies, tu auras encore des pulsions sexuelles. J'en ai encore. Et je suis persuadé que j'en aurai encore toute ma vie. Même si je fais tout pour les diminuer. Mais tu auras plus de liberté, plus de présence, plus de contrôle de toi. Tu choisiras plus facilement ce que tu souhaites être, ce que tu veux être et donc ce que tu seras. Et si tu as une personne dans ta vie, tu accéderas à une sexualité plus épanouie, plus vivante avec cette personne. Si tu es encore là, je te remercie d'avoir écouté cet épisode. On a parlé d'un sujet qui pique, qui fait honte, qui fait mal là où ça passe. Mais en fait, derrière le porno et l'addiction, on parle juste d'un mec qui cherche à s'améliorer, qui cherche à calmer quelque chose à l'intérieur de lui. Peut-être que tu t'es reconnu dans ce que j'ai décrit. Peut-être que tu t'es dit, ok, j'ai un problème et je veux m'en sortir. C'est que j'aimerais que tu retiennes, c'est que tu n'es pas un monstre. Tu n'es pas cassé. Tu as mis en place une stratégie pour survivre au stress, à la peur, à la solitude, au manque d'amour. Et aujourd'hui, cette stratégie te coûte cher. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à t'abonner et ou à le partager aux personnes, aux hommes dont tu penses qu'ils en auront besoin. À la semaine prochaine pour le prochain épisode du Guerrier Sensible.